Monaco est un lieu de rendez-vous où se retrouvent les grandes personnalités de la politique et de la diplomatie. Hubert Védrine était récemment l'invité de la Monaco Méditerranée Foundation pour évoquer 2025, cette année de tous les périls. L'ancien ministre français des Affaires étrangères a également été le conseiller diplomatique puis le secrétaire général de François Mitterrand, à l'époque où la principauté avait obtenu des eaux territoriales ainsi que son adhésion à l'ONU. Nous avons souhaité aller à la rencontre, au One Monte-Carlo, de cet ancien homme politique socialiste, reconnu pour son expertise géopolitique, afin d'évoquer la place de Monaco dans un monde de plus en plus incertain, en grande partie du fait du président américain Donald Trump. Vous devez oublier l'Amérique que vous aviez en tête. C'est l'Amérique du XXe siècle. Donc il faut bâtir une sorte d'Europe porc-épic, comme disent les militaires maintenant, que personne ne va prendre le risque d'attaquer. Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Merci beaucoup de participer à la rencontre avec votre nouveau dictionnaire amoureux de la géopolitique. Vous insistez beaucoup sur le nouveau. Oui, parce qu'il y en a eu un il y a quelques années, qui a été un grand succès. Donc je me demandais moi-même s'il fallait en refaire un dès maintenant. Et l'éditeur m'a convaincu. Il y a tellement d'inquiétudes, le monde est tellement chaotique, c'est tellement loin de ce qu'ont cru les gentils Européens qu'il faut... Et surtout, tout a changé là. Oui. Je dirais même qu'on a changé d'Amérique. On a grandi, on a vécu toute notre vie avec l'Amérique du XXe siècle. Roosevelt jusqu'à Biden. Qui nous a fait rêver. Et on n'a pas que rêvé, ça a prospéré, ça a très bien marché, etc. Et d'ailleurs, ils ont encouragé l'Europe à se développer après que les Européens aient obtenu l'Alliance Atlantique pour les protéger. Ce n'est pas des alliés du point de vue américain, il y a un protecteur des protégés. Mais il y a le tsunami Trump, qui a été clairement élu, même si les gens sont furieux, en Europe en tout cas, et on est revenu à l'Amérique du 19e. Elle est mercantiliste, donc exporter beaucoup, importer le moins possible, unilatéraliste, très dominatrice pour toute l'Amérique du Nord, et très brutaliste pour l'ensemble des autres questions. C'est le contraire de ce que croyaient les Européens. Mais quand je disais que les États-Unis nous avaient fait rêver au XXe siècle, ça a beaucoup fait rêver le prince Régnier. Le prince Régnier que vous avez bien connu. Vous êtes venu en 1984 lorsque vous étiez conseiller diplomatique à l'Élysée de François Mitterrand. Pardon. En 1984, je suis revenu avec Jacques Chirac quand j'étais ministre depuis peu de temps pour un déjeuner avec le prince, et puis le prince Régnier et le prince Albert, et j'ai eu beaucoup de contacts. J'ai d'ailleurs achevé la négociation pour l'indépendance complète avec le prince Régnier, donc je connais un peu, je suis pas un spécialiste. Mais alors en 1984, je connais un peu. Le prince Régnier, qui était quand même un conservateur, il y avait une vive inquiétude ici en principauté de voir arriver François Mitterrand, oui, mais pas ce socialiste. En 81 peut-être. Ah, en 81, il y avait une très vive inquiétude, mais en 84, il est arrivé à Monaco pour une visite d'État. Oui. Et finalement, vous avez été plutôt sympa. Oui, pas moi, mais comment dire, 84, c'est déjà vous à l'Élysée, c'est sous François Mitterrand qu'on a eu l'accès aux eaux territoriales. Oui, parce que François Mitterrand avait une vision très positive du rôle que Monaco pouvait jouer. D'accord. Il a accompagné le processus. Et pourquoi très positif? Mais quand il arrive en 84, c'est un président français que aime beaucoup le président Reagan. Donc l'histoire gauche-droite est dépassée à ce moment-là, en tout cas en matière internationale. La question ne se pose même plus. Et c'est le président Mitterrand qui est pour l'équilibre des forces en Europe, dans l'affaire des SS-20. C'est François Mitterrand qui a cette formule géniale. Les pacifistes sont à l'ouest alors que les missiles sont à l'est. Donc du point de vue du prince Régnier, il y a zéro problème politique, on va dire. Je suis moi aussi contre les euromissiles. Seulement, je constate des choses tout à fait simples. Dans le débat actuel, le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest, et les euromissiles, ils sont à l'est. Et je pense qu'il s'agit là d'un rapport inégal. Quand je regarde la définition que vous donnez à Mitterrand, vous dites qu'il a totalement assumé, enfin pas totalement, il a assumé sur de nombreux points l'héritage gaullien. Donc c'est la formule gaulo-mitterrandisme. Mais alors, ce n'était pas tout à fait le cas à Monaco. Parce qu'à Monaco, De Gaulle ne nous a pas fait que des cadeaux. Oui, mais ce n'est pas ça qu'enveloppe la formule gaulo-mitterrandisme. Il n'a jamais envisagé de prendre le contrôle de Monaco, si c'est ça que vous voulez dire, par rapport à ça. Donc c'est en matière
de grande politique étrangère, de stratégie, de dissuasion. C'est là où il y a une certaine continuité. D'accord. Un pays, justement, comme Monaco, 200 hectares, 2 km². Comment est-ce que nous, on doit envisager la politique étrangère dans un monde mouvant comme aujourd'hui? Sachant que vous parlez de Machiavel, Niccolò Machiavelli est venu étudier Monaco. Très bon lien, parce qu'il y a beaucoup d'histoire dans le lien. Comme je pense que dans la société contemporaine, une des raisons pour lesquelles on ne comprend rien, c'est qu'on est le nez sur l'événement. Donc je remets beaucoup d'histoire. Sur mon traité de Westphalie, aux guerres mondiales, bataille de Kadesh, etc. Sinon, on ne comprend rien sur Ukraine, Proche-Orient et compagnie. Bon. Donc dans cette affaire, dans le monde multilatéral auquel les Européens ont beaucoup cru et que Trump essaie de détruire, à coup de marteau-piqueur, je pense que le système va subsister avec une mise en parenthèse plus ou moins longue des États-Unis, et que des pays, quelle que soit leur taille, donc Monaco, présents dans le débat multilatéral, notamment sur la vraie grande question d'avenir, qui est le compte à rebours écologique, ce sont des pays qui peuvent, disons, optimiser, multiplier énormément leurs éléments d'influence. Et c'est l'exemple que donne le prince Albert, que je cite souvent, qui est très remarquable sur ce plan. Je ne dis pas ça par courtoisie, je pense que la vraie question, c'est donc le compte à rebours écologique, et qu'il faut se projeter dans la suite, et que c'est peut-être le domaine où l'action de Trump est la plus criminelle, sauf qu'il n'arrivera pas à bloquer le processus de la transition, en fait. Et il va se rendre compte dans 6 mois, 1 an, c'est une de ses contradictions nombreuses, qu'il a ouvert la porte aux Chinois, qui vont dire, nous on continue les COP, avec l'ensemble des gens dans le monde entier qui sont soucieux de l'avenir, etc., etc. Bon, contradiction parmi d'autres. Vous dites que... Donc c'est une façon de... Mais c'est pas vrai de n'importe quel petit État, parce qu'il y a des petits États qui gèrent leurs intérêts immédiats et qui n'ont pas de vision globale. Donc le prince ici, il a une vision globale. Vous dites que l'esprit machiavélien, c'est de savoir prévoir le mal pour l'anticiper. Le mal, pour vous, c'est le réchauffement de la planète? Ou bien il faut aussi regarder le mal géopolitique et là, vous désignez plutôt les États-Unis comme le mal? Alors je pense qu'il faut revenir en effet à Machiavel, qui était un nationaliste italien. Avant la lettre, qu'il faut le lire intelligemment. Il y a plein de petites entrées qui sont pour, disons, corriger les idées reçues. Si on le relit aujourd'hui, on n'a pas la même lecture qu'il y a quelques années. Même l'entrée cynisme, l'entrée communauté internationale, il n'y en a pas. L'entrée Europe, c'est très sympa, mais c'est un mot valise, etc. Bon, donc il faut revoir aujourd'hui, avec une vision historique sur tous les sujets. Et c'est vrai que si on regarde l'humanité, la fameuse communauté internationale qui n'existe pas encore, peut-être un jour, quand on sera dit l'effondrement de la biodiversité, l'accélération du réchauffement met en danger non pas la planète dont on se fiche, mais la vie sur la planète, avec quelques générations de distance. Donc là, un jour peut-être, quand on aura surmonté tous les éléments chaotiques actuels, il y aura une sorte de prise de conscience globale. Peut-être un jour. Donc moi qui suis hyper réaliste, je suis également utopiste sur ce point. Pour Hubert Védrine, la communauté internationale n'existe pas. Son dictionnaire amoureux de la géopolitique n'est en tout cas pas une déclaration d'amour pour l'Organisation des Nations Unies. Pour l'ancien ministre des Affaires étrangères français, dans les faits, le U de ONU n'existe pas. Après, on en fait un usage réaliste, intelligent, d'influence, ou un usage un peu nigaud, un peu idéaliste, abstrait. Bon, c'est pas parce que le U est de trop que l'organisation est inutile. D'ailleurs, toutes les déclinaisons, UNESCO, OMS, etc., sont très très utiles. Le Conseil de sécurité, c'est un truc sérieux. L'Assemblée générale, un peu moins, parce qu'elle vote n'importe quoi toute la journée. Bon, ça n'a pas tellement d'influence. Alors, même quand on souligne les limites, le monde ne serait pas mieux s'il n'y en avait pas. S'il n'y avait pas d'ONU. Pour vous, ça ne marche pas parce qu'il y a le droit de veto? Non, 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 non. S'il n'y a pas de veto, il n'y a plus de Conseil de sécurité, toutes les puissances sortent. Okay. Donc les idéalistes se disent qu'il faut supprimer le droit de veto, ils n'ont rien compris à la négociation de Yalta, où il n'y a eu aucun partage, contrairement au mythe, mais il y a une négociation assez précise sur qui est dans le Conseil de sécurité. Donc il faut simplement faire mieux marcher les organes spécialisés. Bon, donc on revient à la question d'avant. Oui, c'est très utile pour un pays comme Monaco d'être dedans, en maximisant les éléments d'influence, l'ensemble des organismes spécialisés, l'ensemble des questions écologiques au plus large sens du terme, et c'est d'ailleurs ce que fait Monaco ces dernières années. Et tous les micro-pays qui sont dans l'ONU feraient bien d'en faire autant. C'est utile pour nous, pour les Monégasques, parce que c'est une affirmation de notre souveraineté. Oui, mais en quoi c'est utile pour la France? En quoi c'est utile pour la France d'avoir un pays comme Monaco au sein de l'ONU? Mais c'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Est-ce que c'est utile à tout le monde, on va dire? La fameuse communauté en formation, oui.
c'est très utile que l'ensemble des petits pays qui ne sont pas des puissances, qui n'ont même pas d'influence, qui sont influencés par les autres, arrivent à développer un domaine spécifique de mise en garde, d'alerte, de préparation, etc. Dans des tas de domaines, dont celui-là. Oui, mais vous avez été ministre des Affaires étrangères. À l'époque, vous étiez secrétaire général de François Mitterrand, quand on a intégré l'ONU. Oui. Je veux dire, quand vous avez Monaco, qui est enclavé dans le territoire français, vous n'avez pas tellement intérêt à lui octroyer, à lui accorder de la souveraineté. Pour vous, ce qui peut être utile, c'est de se dire, tiens, Monaco, OK dans l'ONU, mais vous votez avec nous. Hein. C'est ça l'idée? Oui, mais je crois que Mitterrand voyait plus loin. D'accord. On voit que le recul que Mitterrand, c'est quand même une autre catégorie. Évidemment, il y a le général de Gaulle qui est un peu au-dessus de tout, mais il y a Mitterrand qui était quand même un grand président qui voyait loin. Quel aurait été l'intérêt de la France d'empêcher cette évolution? Pour des raisons quoi, d'autoritarisme régional, de volonté de l'idée n'est pas forcément d'empêcher l'évolution, juste. Pourquoi? Que ça n'ait pas lieu, bon. Bah, il a vu plus loin. Ouais. Donc, ce qui est devenu Monaco, qui est, je crois, très utile au monde, ouais. Au monde, c'est en partie grâce à la clairvoyance de Mitterrand, à l'époque. D'accord. Alors, aujourd'hui, Monaco, est-ce que Monaco peut jouer un rôle dans le monde? Comment on peut s'adapter finalement à la nouvelle donne géopolitique quand on s'appelle Monaco? Monaco le fait déjà, en fait. Ouais. Vous me posez la question comme si ça n'avait pas lieu. C'est déjà le cas depuis des années. Ouais. Donc il ne s'agit pas de la taille, il s'agit de la voix. Qu'est-ce que ce pays dit aux autres? Bon, donc il me semble que dans cette catégorie de micro-pays, c'est celui qui parle le plus clairement, le plus à tout le monde, dans des domaines niés pour le moment par l'équipe de Trump, mais qui va être obligé de corriger son discours, parce que sinon c'est la Chine qui va prendre le leadership de la transition. Donc un pays qui parle à tout le monde, qui est soupçonnable de rien, à qui on ne peut rien reprocher, qui n'a pas de volonté de puissance dans l'espèce de situation actuelle, de pétrolière actuelle que Trump est en train de créer. Il y a Poutine puis Trump. Donc il me semble que c'est une voie à préserver. Et moi, je n'ai pas de conseils à donner, ce serait ridicule de l'extérieur. Je suis un ancien ministre français, je ne suis pas dans le jeu politique monégasque. Ouais. Mais si j'avais un souhait exprimé, c'est que Monaco continue, amplifie ce discours, et je pense qu'il aurait une résonance énorme dans toute une partie du monde qui dira on ne peut pas se laisser emmener dans un corner par Trump. Donc c'est un moment qui va au contraire devrait voir l'amplification du retentissement de la politique monégasque dans les années qui viennent. Pour vous, on doit saisir toute opportunité de rencontrer le président Trump? Il faut le faire si c'est utile, il ne faut pas le faire ou pas le refuser, c'est impossible, il ne faut pas en faire une manie, oui. Mais si c'est utile, oui, il faut regarder l'objectif. Est-ce que c'est utile pour quand même lui faire entendre certaines choses, malgré tout? Bon, mais sinon, ce n'est pas la question principale, c'est que Monaco doit continuer sur cette ligne, où il y a un véritable apport. Après, on pourrait descendre sur les questions océanographiques, donc la Méditerranée, qui est une mer quasi fermée, donc là, il y a un vrai sujet. Donc, je pense qu'il y a un boulevard pour... Mais au moment de la réélection de Donald Trump, le prince Albert II avait dit « Je vais essayer, dans la mesure de mes possibilités, de rappeler au président Trump l'importance de l'urgence climatique. » Donc on a un vrai rôle à jouer. À l'époque, son trisaïeul Albert Ier avait tenté de jouer un rôle, avait même joué un rôle entre Guillaume II et le président français. Malheureusement, avec le résultat qu'on connaît, et la Première Guerre mondiale. Mais c'était un pacifiste à l'époque. Aujourd'hui, Albert II... En montagne, j'ai dormi dans le refuge Albert Ier. D'accord. J'avais dans le massif du Mont Blanc. Bien sûr. Donc je vois très bien ce qu'il a fait. Bon, la question n'est pas de se demander si c'est un rôle, si ça va marcher. C'est une question de devoir. Donc je dirais qu'il n'y a aucune raison d'arrêter ce qui a été entamé, parce qu'il y a Trump qui a ce discours qui est intenable en réalité, parce qu'il y a une partie du business d'avenir aux États-Unis qui est dans la transition écologique. Ils ne vont pas renoncer comme ça. Pour le moment, ils se cachent derrière Trump parce qu'ils espèrent que Trump va détruire la capacité européenne de régulation qui les gêne beaucoup. Et après, il y a un mouvement mondial, et je reviens à la Chine qui avait dit nous, on continue les COP avec les pays de bonne volonté du monde entier. Donc il y a un rôle à jouer, et ça me paraît, disons, plus porteur maintenant qu'il y a quelques années. De manière exceptionnelle, le prince souverain qui a assisté à la conférence de la Monaco Mediterranean Foundation a pris la parole pour réagir au constat lucide d'Hubert Védrine sur l'Amérique d'aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec votre analyse sur Trump et le trumpisme. Je ne reconnais plus les États-Unis sur la transition écologique, malheureusement qui est rejetée au second plan, mais qui sera à nouveau en haut de l'agenda, je l'espère, très prochainement.
Une prise de parole forte de la part du souverain monégasque, pourtant si proche des États-Unis, mais animé par son combat pour la préservation de la planète. Pour l'ancien dirigeant français, l'histoire des États-Unis a été marquée par beaucoup de violence et de brutalité, mais le comportement de Donald Trump s'avère bien plus violent encore que dans les westerns. Après le coup d'arrêt écologique, qui est criminel par rapport à l'avenir de l'humanité, c'est ce qui fait de pire en réalité. Coup d'arrêt écologique des financements fédéraux américains. Ça veut dire en pratique qu'ils vont sortir du jeu. Beaucoup de scientifiques américains vont quitter les États-Unis pour quelques années. Il faut les accueillir dans tous les pays d'Europe, y compris chez vous. Je ne sais pas si c'est prévu, mais il peut y avoir des gens de très haut niveau qui ont besoin d'être à l'abri quelque temps. Ils vont continuer. À écouter Hubert Védrine, qui dirige aujourd'hui une société de conseil, la politique de fermeture et de réduction des crédits de Donald Trump peut ainsi constituer une opportunité économique pour les autres pays du monde, en recrutant les talents par exemple, et pourquoi pas pour Monaco. Alors, Trump peut bloquer, disons, l'engagement fédéral par rapport à ça, mais il y a des millions aux États-Unis de chercheurs, d'inventeurs, d'entreprises qui vont continuer. S'ils ne peuvent pas aux États-Unis, ils iront ailleurs momentanément, y compris en France d'ailleurs. Bon, on va les accueillir, mais le reste du monde va continuer. Sauf qu'il y a une vraie bataille dans les démocraties. Une partie du peuple veut bloquer les agriculteurs en Europe, parce que c'était mal expliqué, c'était trop rapide, mais ça redémarrera. Donc si on reprend le rôle particulier d'un pays comme Monaco dans le monde actuel, même si le multilatéralisme est contesté frontalement par Trump, ce qui a été fait ces dernières années est très bien, très porteur d'espérance et de projet. C'est pas plus compliqué maintenant qu'avant. Tenter de parler à Trump, à mon avis, il s'en fiche complètement, mais il faut essayer quand même. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Et de toute façon, il faut continuer avec l'ensemble des autres disponibles. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Je ne dirais pas ça sur tous les sujets de ce que Trump va faire. Il y a des domaines où il va atteindre ses objectifs. Pas toujours. La guerre commerciale qu'il a entamée, qui est démente du point de vue américain, il sera obligé de la corriger parce que ça va relancer de l'inflation aux États-Unis. L'affaire migratoire, il y a en effet des vagues géantes d'immigration illégale, mais ils ont besoin de plein de gens, comme en Europe. Donc ils finiront là aussi par un compromis dans quelques mois sur immigration mieux choisie. Donc, il est bourré de contradictions. Les tarifs douaniers, pour vous, ils se tirent une balle dans le pied? Enfin, ça va te donner l'impression qu'il se tire une balle dans le pied, donc il y a une partie du monde trumpien qui va dire on va trop loin, il faut corriger. Il va le lâcher. Pour ça qu'il ne va pas aboutir à taxer à 200% le monde entier. Et par exemple, par rapport à la Russie, quand l'Union européenne impose des sanctions, ça, c'est autre chose. Vous dites, ça fait partie des mesures. Finalement, vous dites que ça n'a pas tant nui que ça à l'économie russe, et les Russes se sont tournés vers les Chinois, vers les Indiens, etc. Vous pensez que là, les Américains, en appliquant ces sanctions commerciales, c'est aussi une forme de sanction, en tout cas c'est des mesures économiques, ils sont en train de se mettre hors jeu, et peut-être que nous, les Européens, on va travailler avec d'autres? Ça dépend si vous parlez Russie ou autre chose. Oui. Sur la Russie, on a vu la démonstration que l'Occident n'arrive plus à isoler complètement les autres. Même en sanctionnant la Russie par 15 trains de mesure. On n'a plus le monopole de la puissance. On n'a plus le monopole, c'est-à-dire que l'ancien tiers-monde est devenu émergent. Voilà, et même l'Amérique ne peut pas imposer complètement ce qu'elle veut. A fortiori, les Européens. Bon, ça, c'est la question des sanctions. En général, à un moment ou un autre, il faudra un compromis entre les puissances d'avant, dominatrices, et les puissances montantes, pour réinventer à l'échelle du monde la coexistence pacifique, ce qui avait eu lieu dans la guerre froide. Là, on pourra parler de communauté internationale, à ce moment-là, pas maintenant. Bon, entre-temps, ça dépend des conditions plus ou moins mauvaises dans lesquelles Trump va mettre fin à l'affaire en Ukraine, et savoir si, pour la suite, il réussit à contenir Poutine, à le dissuader, et si les Européens vont franchir le pas d'une organisation collective en matière de défense, donc un pilier européen de l'Alliance, alors que depuis l'après-guerre, donc depuis 80 ans quasiment, ils ont toujours refusé ça. Puisque ce sont les Européens qui avaient supplié les Américains de les protéger, que ça continuait jusqu'à maintenant. Mais il faut bien distinguer les domaines dans lesquels l'Union européenne a des compétences vraies, commerce, économie, et la défense, où elle n'a pas de rôle. Donc c'est là où on va voir si elle essaye d'en avoir un. Maintenant, il y a un commissaire européen en charge de la défense. Oui, mais c'est la production des matières de défense. Il n'aura jamais de compétences pour dire donner des instructions et d'armer. On peut encore dire jamais aujourd'hui? Oui, bien sûr. Mais sinon, quand on voit tous les tabous qui tombent, que ce soit aux États-Unis ou même au niveau européen, oui, mais regardez ce qui crise après crise, on peut encore dire jamais? Là, sur ce point, oui. Parce que vous avez un demi-siècle de vérification.
que l'Union européenne n'a pas de compétences, n'a pas de légitimité, que personne ne veut leur en donner, que les Européens ont toujours refusé de prendre ça en charge, et que les réflexions... Ils ont acheté des armes, ils ont envoyé des armes en Ukraine. Oui, américaines, oui. Américaines. Pour l'instant, mais déjà l'Union européenne qui se refusait à acheter des armes, elle s'est retrouvée à acheter elle-même des armes. Donc c'est quand même un changement majeur. Psychologique. Oui. Mais regardez les débats actuels. Personne ne parle d'Europe de la défense au sens français. On parle d'un pôle européen de l'Alliance. Et les participants disent tous qu'il faut garder le lien avec les États-Unis. Il se dit, Trump dit qu'il n'en veut plus, mais ce n'est pas vrai. Vous allez voir dans les semaines prochaines que la meilleure des hypothèses, c'est donc un pilier européen de l'Alliance Atlantique. Pas à 27, pas la Commission qui n'a pas de compétences, mais disons les 5 ou 6 pays qui ont des armées. Déjà, ce serait une révolution énorme par rapport à leur attitude depuis 80 ans. Bon, ça change une partie des choses. Donc il faut bien distinguer les domaines où l'Union européenne doit préserver son unité, si elle y arrive, le commerce, la régulation des plateformes, domaine où les Européens doivent la construire. Et on le verra assez vite parce que on abuse des termes moment historique, mais là on est vraiment dans un moment historique. Et pour le coup, oui. Donc c'est vraiment l'année 2025. Hein. Vous aimeriez être aux affaires, là ? Non, j'ai fait un choix il y a 20 ans, j'ai passé déjà 20 ans de ma vie dans le cœur du pouvoir et j'ai fait un autre choix de liberté, on va dire. Mais je suis proche, je parle. Vous attendiez à ce qu'on vive un moment comme ça ? C'est un moment exceptionnel et ça va dépendre des décisions que vont réussir à prendre ou pas les dirigeants actuels de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de la Pologne, etc. Et c'est dans ce genre de situation que des grands hommes émergent. Vous en voyez émerger pour l'instant ? Bon, on ne le sait pas avant. Hein. Ces fameux Churchill, De Gaulle ou autres. Et alors, De Gaulle, c'était un inconnu avant. Ouais. Et Churchill, c'était une sorte d'excentrique. Ouais. Aristocrate excentrique qui était considéré comme ayant tout raté. Jusqu'à ce que le roi Georges l'appelle. On ne sait pas avant, en fait. Donc, ce n'est pas les grands hommes. Ah oui, on a un grand homme, donc on va le faire venir. Ce sont des grands moments, éventuellement tragiques ou créateurs, qui font venir les grandes personnalités. Donc on le saura dans les semaines qui viennent. Si les Européens, je répète, ont préservé leur unité face au coup de boutoir de Trump et ont réussi à la créer en matière de défense et de stratégie. Peut-être. Et vous êtes optimiste ? Je ne suis jamais ni pessimiste ni optimiste. Je suis Vous êtes normand ? Vous êtes normand ? Non, pas du tout. Vous êtes de la Creuse ? Non, c'est différent. Je suis réaliste volontariste. D'accord. Quel est l'état réel du monde ? Je déteste le cycle illusion, désespérance et compagnie. Réalité. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Le on étant des présidents, des unions, des gouvernements, ou des gens, en fait. Donc je suis volontariste. Merci Hubert Védrine d'avoir participé à Rencontre. Merci pour votre invitation. Pour Hubert Védrine, Donald Trump présente au moins un intérêt. Il fait naître des débats qui n'ont jamais eu lieu jusqu'à présent. L'ancien ministre considère que le pire n'est pas certain et qu'il est même possible que les Européens passent de la sidération à l'action. Quoi qu'il en soit, cette rencontre avec ce géopolitologue nous aura permis de tenter de mieux appréhender le monde, véritable matière en fusion.